Merci. Bonjour à tous. Merci aux panélistes précédents et merci à France Laverdière. France, je vais m'inspirer de ton aisance pour animer le prochain panel qui va porter sur les projets de bureau de partenariat. Donc, je me présente. Je suis Annie Descoteaux, qui est conseillère stratégique au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Et je suis aussi responsable du bureau du patient partenaire à la Faculté de médecine. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'animer le panel avec trois équipes responsables de projets sur les bureaux du partenariat. Donc, on va avoir un peu l'occasion de rentrer concrètement dans l'expérience d'avoir collaboré sur des projets spécifiques et sur le développement et la pérennisation des bureaux de partenariat. Et on a donc 3 régions qui sont représentées, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord et le CIS de Laval. D'abord, merci à vous toutes de vous être déplacées. Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, même CIS de Laval. Il faut quand même affronter la circulation montréalaise pour ça. Donc, durant le panel de discussion, on va aborder les thèmes de quels étaient les défis, quelles étaient les réalisations, quels étaient les avantages et surtout quels apprentissages vous avez faits dans vos expériences de collaboration avec les usagers partenaires. Puis je vous invite dans la salle à faire des liens avec vos milieux respectifs. Comme vous le savez, la journée se veut un échange, un dialogue. Donc, on veut pouvoir discuter de vos expériences par la suite avec chacun de nos panélistes. Comme elles sont en équipe de 2, elles se partagent le temps de réponse attribué à chacun. Déjà d'emblée, je vais laisser chacune d'entre elles se présenter. Je commencerai par vous au Bas-Saint-Laurent. Je vous laisse quelques minutes pour vous présenter individuellement. Bonjour, moi je m'appelle Catherine Côté. Je suis employée à la DQEPE du Bas-Saint-Laurent. Je suis agente de planification, de programmation et de recherche. C'est moi qui est chargée, un peu plus responsable de l'approche de partenariat au CIS du Bas-Saint-Laurent. Puis, on vient vous parler de notre expérience aujourd'hui. Alors bonjour, moi je suis Manon Pedneau, je suis usager partenaire, membre de comité d'usagers, membre du QC et bien sûr proche aidante aussi. Alors, ça vient compléter le tout. Allô, Jessie Landry, infirmière de formation, mais je travaille comme agent de planification également, là, comme Catherine. Et puis, je m'occupe dans le fond du bureau de partenariat depuis ses tout débuts, donc en 2017, là, au CIS de la Côte-Nord. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Louise Bertrand, bureau de la Côte-Nord à Sept-Îles basé. Je suis usagère partenaire. On est tous, dans le fond, tous des usagers partenaires, même si on travaille dans le réseau de la santé. J'ai été coordonnatrice du comité des usagers, du comité de résidents de Sept-Îles pendant 2 ans. Et par la suite, j'ai intégré approche centrée sur la personne. Alors, je suis là pas mal depuis les débuts. Et un peu comme Simon, l'autre panéliste tout à l'heure, j'ai 2 chapeaux parce que je contribue depuis 1 an à la campagne de vaccination comme agente administrative. Alors, ils m'ont tellement aimé qu'ils m'ont engagée. Alors, merci. Bonjour, Isabelle Simard, coordonnatrice des pratiques professionnelles à la direction des services multidisciplinaires au CIS de Laval. Et j'étais auparavant chef du bureau du partenariat de soins et services. Ça marche? Oui. Bonjour, mon nom est Ginette Brousseau, du CIS de Laval, usagère partenaire, après une expérience avec le cancer en 2016. Donc, je me suis impliquée beaucoup dans ce milieu-là, mais je suis proche aidante aussi de ma mère, qui va avoir 96 ans cette année. Merci beaucoup à vous toutes pour ces présentations-là. J'aurais une première question qui s'adresse à vous toutes. Vous avez tous eu un projet qui entoure le développement d'un bureau du partenariat patient dans votre organisation. J'aimerais ça vous entendre sur les spécificités de votre projet. Donc, peut-être que je commencerai avec Laval pour nous parler un peu des caractéristiques de votre projet. Bien, en fait, à Laval, on avait déjà un bureau du partenariat de soins et services depuis 2016. Nos activités étaient principalement dédiées au déploiement du partenariat de soins. Rapidement, avant même de compléter le déploiement, parce qu'on sait que c'est un changement de culture, et un changement de culture, ça peut prendre quelques années à se concrétiser. Nous sommes mis à réfléchir à la façon dont on pouvait assurer la durabilité du partenariat de soins et services. Donc, comment faire en sorte que ce qu'on était en train de mettre sur pied allait perdurer dans le temps.
Et c'est là que l'idée a germé de créer un plan de pérennité du partenariat de soins et services. Et c'est vraiment l'idée maîtresse derrière le projet qu'on a réalisé. Vous savez que malheureusement, on met beaucoup d'énergie parfois à déployer des projets et si on n'a pas mis en place les moyens pour solidifier les assises, ça s'effrite un peu avec le temps. Alors, c'était vraiment pas ce qu'on souhaitait à Laval et c'est pour ça qu'est né le plan de pérennité. Tout comme pour assurer le déploiement du partenariat de soins, ce qu'on a fait dès le début de la pérennité, c'est d'aller chercher l'adhésion de la haute direction, qui avait déjà en 2016 entériné l'identification d'ambassadeurs du partenariat de soins dans chacune des directions cliniques. Nous sommes allés avec une approche à petits pas de type vraiment marathon et non sprint. Donc, nous avons déployé un bon coup à la fois, une expérience à la fois, tranquillement, le déploiement et le partenariat et le plan de pérennité, je dirais. On a fait des erreurs aussi, on s'est ajusté, on s'est amélioré. Il faut savoir qu'avec l'équivalent d'une personne et demie qui a été dédiée par la direction des services multidisciplinaires dans l'équipe des pratiques professionnelles, pour changer une culture de près de 12 000 employés, il fallait rapidement voir comment multiplier nos initiatives, mais surtout les maintenir dans le temps. On a pris des petites notes, hein, mais des fois... Donc, on a rejoint les gestionnaires, les intervenants et les usagers par différents moyens et opportunités. Nous, on a toujours utilisé l'approche de s'intégrer à ce qui se fait déjà plutôt que d'en ajouter à vos équipes. Nous avons multiplié, dans le fond, les portes d'entrée de façon un peu tentaculaire pour essayer de déployer le partenariat de soins dans l'établissement. Et c'est vraiment ainsi qu'on a vu aussi notre plan de pérennité. Donc, le plan de pérennité avait 4 grands objectifs. Le premier visait à intégrer l'éthique clinique dans la réalisation des plans d'intervention. Donc, c'était un moyen pour nous assez simple d'aller rejoindre autant les intervenants que les usagers et en cohérence avec notre philosophie d'intervention clinique dans laquelle nous avions déjà intégré le partenariat de soins. Notre deuxième objectif visait à adresser les compétences de partenariat. Donc, comment faire en sorte que nos intervenants, médecins et gestionnaires développent davantage leurs compétences de partenariat de soins et services, que ce soit à travers l'appréciation annuelle de la contribution ou via d'autres moyens. Le troisième objectif visait à arrimer les concepts de comité des usagers et comité des résidents avec les principes de partenariat de soins et services pour aider les gestionnaires et intervenants à mieux démystifier les deux concepts et respecter les mandats de chacun. Et le dernier objectif visait à élaborer des indicateurs organisationnels de partenariat de soins et services, donc à travers les stations visuelles, les salles de pilotage et des registres informatiques. L'objectif était de choisir des indicateurs non seulement de déploiement de partenariat, mais aussi de voir comment ça se pérennise dans le temps. Donc, des indicateurs qui, annuellement, au niveau de l'organisation et pour l'ensemble des directions, pourraient nous donner une idée de la santé de notre partenariat de soins au CIS de Laval. On sent qu'il y avait presque, en fait, sinon plus, autant d'énergie qui était mise à mettre sur pied des projets qu'à vouloir faire en sorte qu'ils soient pérennes dans le temps. Merci, CIS de Laval, Isabelle et Ginette. Je poserais peut-être la même question au CIS de la Côte-Nord. Quelles étaient les spécificités de votre projet? Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, c'était l'implantation d'un bureau de partenariat, mais quand même en considérant les réalités des communautés autochtones. Donc, au départ, on avait déjà débuté à travailler sur le partenariat. On avait écrit notre politique, notre procédure, mais on était à un peu tester tout ça. Donc, on a débuté avec des projets pilotes. Et puis, on a pensé que la meilleure façon de structurer le tout était avec un comité directeur. Donc, on avait une personne de la haute direction à peu près, ou en tout cas un chef ou un directeur de chaque direction clinique,
un usager partenaire autochtone, un usager partenaire allochtone, une personne responsable du comité des usagers, une personne responsable du comité des résidents. Et puis, on avait fait des sous-comités pour développer, donc un sous-comité sur le recrutement et la sélection des usagers partenaires, un comité sur la formation et la sensibilisation et un autre comité sur l'évaluation et la pérennisation de l'approche. Force est de constater que ça faisait beaucoup de comités et également beaucoup de gens à mobiliser. Il y a eu la pandémie également. Donc, on a tout remis un peu en question. Je sais que tout à l'heure, je pense qu'Audrey elle a parlé que les usagers partenaires, il y avait dans des régions que la participation avait peut-être baissé durant la pandémie. Chez nous, c'était pas du tout ça. Eux, ils étaient tous prêts à travailler, mais c'était nos directeurs qui étaient difficiles à mobiliser. Donc, on avait déjà un comité sur l'expérience usagée qui était dans l'approche Plentry, donc dans l'implantation de l'approche centrée sur la personne. Donc, on a invité tous les usagers partenaires qui étaient dans des projets de trajectoire présentement mis sur pause à s'impliquer avec nous sur le comité de l'expérience. Donc, c'est comme ça qu'on a déployé le bureau. Donc, on avait 9 usagers partenaires pour quelques professionnels. Donc, on a trouvé important de garder une personne des communications du CIS de la Côte-Nord pour voir un peu ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, voir comment on peut mieux outiller la population dans les communications. On a gardé une personne qui représentait le commissariat aux plaintes pour un peu départager les rôles, voir si les thématiques avaient déjà été abordées. On a aussi une personne de la pratique professionnelle pour le côté usager partenaire de ces soins et services, la collaboration, les plans d'intervention. Puis, il y avait moi, responsable du projet, avec ma directrice qui est la gestionnaire des risques. Donc, on a diminué là, les professionnels de la santé sur le comité pour augmenter la participation des usagers. Et puis, c'est là qu'on a fait le déploiement. On a des réunions à chaque mois, à peu près. Et puis, tout l'ordre du jour a été décidé par les usagers partenaires. Donc, on parle des témoignages des usagers partenaires. Donc, dans le réseau, ils sont allés consulter qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. On parle beaucoup du transport des usagers. Chez nous, c'est vraiment un enjeu quand même, là, étant donné que les gens sont soignés à l'extérieur, il n'y a pas de transport en commun ou très peu de transport en commun, des gens qui n'ont pas de carte de crédit, qui ne sont pas capables d'avoir les fonds pour y aller. Donc, on a beaucoup de thématiques comme ça qu'on travaille ensemble. Il y a des gens qui ont parlé des heures de visite. Chez nous aussi, on regarde pour améliorer un peu rendre les usagers accompagnateurs et non visiteurs. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on a déployé chez nous. On pourra vous expliquer un petit peu plus le volet autochtone à notre prochaine question ciblée. Merci, merci. Bas-Saint-Laurent? Oui, bien, nous, la spécificité de notre projet, parce que nous aussi, on visait à développer un bureau de partenariat. Mais d'abord et avant tout, il faut comprendre la réalité de notre région. On couvre quand même un grand territoire, pas aussi grand que celui de la Côte-Nord, mais quand même 22 000 km², avec on a quand même un petit CIS, des petites équipes. Donc, ça fait que les intervenants sur place, tant sur les directions administratives de soutien que les cliniciens, les directions cliniques, c'est des petites équipes, peu de ressources. Ils sont souvent multisites et multifonctionnels aussi. Quand on a quand on a eu l'appel à projet, en fait, nous, on n'avait pas encore de structure de développer pour le partenariat. Puis, en comprenant qu'on n'allait pas avoir d'argent neuf qui allait être récurrent pour pérenniser le déploiement de cette approche-là, puis notre bureau de partenariat, on s'est dit, on ne peut pas faire un bureau de partenariat qui est mur à mur où la direction de la qualité s'assure de tout faire, puis faire le recrutement des usagers. C'était comme pas possible là, parce qu'on n'avait pas les ressources pour le faire. Alors, on s'est dit, on va faire un bureau de partenariat décentralisé au modèle de Laval, où, oui, il y a une direction responsable en soutien méthodologique et technique pour les directions, vraiment qui s'assure de mettre en place les bonnes pratiques, élaborer les formations pour tous les acteurs, tout ça, mais avec un réseau d'ambassadeurs de l'approche de partenariat dans chacune des directions, où les directions ont des responsabilités communes qui se ressemblent, là, mais pour pérenniser cette approche-là, pour la faire vivre aussi. L'important, par exemple, c'est que, puis M.
Fortin, Véro. Merci beaucoup. Tout à l'heure, le bien spécifié, chacune des directions, il ne fallait pas mettre une structure rigide d'ambassadeurs, de partenariats dans chacune des directions parce qu'elles ont chacun leur spécificité, chacun leur clientèle, leurs ressources aussi. Il y en a qui sont mieux nantis, d'autres moins nantis, avec du personnel qui sont plus enclins à aller vers le partenariat et vice-versa. Alors, c'est une structure qui est souple, qui s'adapte. Puis avec l'accompagnement de la DQEPE, on va vraiment adapter ça à la couleur de chacune des directions, comment le réseau d'ambassadeurs va se déployer. Avec ça, bien sûr, on a mis en place là, des cadres de référence, on a actualisé là, le cadre de référence du ministère, mais pour le CIS du Bas-Saint-Laurent. Puis, on veut aussi, on est en train de s'arrimer très bien, consolider les liens avec les comités des usagers pour mettre ça en place correctement. Mais il faut se rappeler que nous, comme je disais tout à l'heure, on était vraiment au premier balbutiement quand on a eu cette subvention-là de l'approche. Donc, on avait certaines directions qui avaient déjà entendu parler du partenariat, qui avaient déjà commencé à faire certaines interventions, développer certaines choses. D'autres directions qui n'en avaient jamais entendu parler. Donc, on se confrontait à des visions différentes sur le partenariat, à des réticences face à la nouveauté, et avec raison, parce que quand on voit ça arriver comme principe, c'est gros, c'est épeurant. On ne sait pas par quel bout prendre ça. Puis, on avait aussi des gens qui étaient très enthousiasmés, puis c'était eux qui étaient notre locomotive, puis on ne pouvait pas nécessairement suivre, parce qu'ils étaient prêts, eux. Alors, on s'est dit rapidement, on s'est fait happer par la pandémie. Au départ, on voulait vraiment y aller comme le CIS de la Côte-Nord a fait, vraiment mettre en place toutes nos structures, puis ensuite intégrer plein d'usagers partenaires, plein d'intervenants. Finalement, la réalité a été tout autre. On a vraiment été opportuniste. On s'est dit, on a fonctionné à l'envers. On s'est dit, on va commencer par accompagner des projets en contexte de partenariat, en contexte d'organisation des soins et services. Ça va nous permettre stratégiquement de faire rayonner le partenariat, de le faire connaître. Ça va faire boule de neige. Les gens vont se parler d'un projet à l'autre, d'une direction à l'autre, sur les bienfaits, les valeurs ajoutées du partenariat. C'est effectivement ce qui est arrivé, parce qu'on a commencé, il y a de cela 1 an, on accompagnait notre premier projet. Maintenant, on est rendu à accompagner plus de 16 projets à notre direction de la qualité, dans 6 directions différentes. On a fait le tour des directions pour former tous les gestionnaires à l'approche de partenariat, oui, mais aux meilleures pratiques à mettre en place quand on fait du partenariat en contexte d'organisation des soins et services. Puis, bien, ça fait boule de neige. Maintenant, on nous demande d'instaurer le contexte de partenariat au niveau des soins. Donc, on va commencer ça cet automne. Donc, c'est ce qui va nous permettre. Nous, on est en train de mettre en place notre documentation structurante. Donc, on a commencé par l'expérimenter, puis ensuite, on est en train de l'entériner. Puis, je vais vous en parler plus tout à l'heure, mais je vais laisser, ceci tout dit, je vais laisser la parole à Mme Pedneau, qui va vraiment introduire un aspect central de tout ce qu'on va vous parler dans la prochaine demi-heure, là, sur la consolidation qu'on va faire avec le comité des usagers dans le partenariat. Alors, merci, Mme Côté. Oui, effectivement, nous, les comités des usagers, on offre un potentiel de partenariat très important parce que ce qui nous constitue, c'est qu'on est des usagers bénévoles qui assurent le respect des droits des usagers. On contribue au maintien et à l'amélioration des services, de la qualité des services offerts. On est la voix des préoccupations des usagers de leurs proches. On est donc apte à travailler en partenariat avec les différents usagers, les différents acteurs, du CIS. Nous devons cependant arrimer les canaux de communication et les rôles de part et d'autre pour co-construire un partenariat efficace. Il ne faut pas oublier aussi que dans un tel partenariat, ce qui est une formule gagnante, c'est la volonté commune d'intégration. Alors donc, pour nous, l'actualisation de l'approche de partenariat au CIS du Bas-Saint-Laurent, ça représente une opportunité d'optimiser une collaboration pérenne. Merci. Ce qui m'amène d'emblée à ma question numéro 2, qui s'adresse encore une fois à tous, mais je poursuivrai avec vous encore, Bas-Saint-Laurent, et qui porte sur le rôle de l'usager partenaire et quel est son rôle, en fait, et quelle est la valeur ajoutée
de travailler en partenariat avec les usagers? Alors, je vais commencer, mais cette fois-ci, c'est moi qui ne vais pas parler longtemps, puis c'est Mme Penneau qui va vraiment parler plus longtemps. Mais pour ma part, le rôle des usagers partenaires dans une entreprise comme ça, mais en fait, le rôle des usagers partenaires, peu importe, c'est d'apporter la perspective des usagers dans nos projets pour venir rééquilibrer les impératifs qui sont plus administratifs ou scientifiques. Puis ça va vraiment venir assurer une pertinence, une cohérence, puis une adéquation des services qui vont être offerts à la population avec leurs besoins réels. Donc, comme valeur ajoutée, pour ajouter à l'augmentation de la cohérence, de la pertinence et de l'adéquation, en fait, bien, ça nous permet de sauver du temps. Même si, tout à l'heure, Simon le disait, inclure des usagers partenaires dans des projets, des fois, ça peut être plus long parce qu'il faut les choisir, il faut les sélectionner, ça prend du temps, mais au bout du compte, une fois qu'on a commencé le processus, le fait d'avoir des usagers partenaires avec nous nous amène à penser à des choses à lesquelles on n'aurait pas pensé du tout, à instaurer des structures puis des éléments qu'on n'aurait pas vu venir parce que nous, les intervenants du réseau, on n'a pas cette perspective-là, on n'a pas le même angle de vue sur une problématique. Puis ça vient vraiment... bien c'est ça, on n'a pas les mêmes préoccupations, en fait. Donc, pour rendre le tout concret, là, Mme Penneau va vous exposer vraiment ce qu'on a fait avec les comités des usagers. Oui, merci. Alors, il faut revenir à la base en se demandant qu'est-ce que c'est un comité d'usagers, puis comment c'est arrivé là, sur le tapis. Il faut se rappeler qu'en 2015, il y a eu une refonte du système. Les comités d'usagers, qu'est-ce qui est advenu? Il y a eu un QC qui a été formé. Le QC, c'est le comité des usagers du centre intégré qui assure une coordination, une représentation, une harmonisation des comités des usagers sur le territoire. Ce qui est formidable chez nous, au Bas-Saint-Laurent, c'est que le QC a un lien privilégié avec Mme Malo, qui est la présidente directrice générale. Elle va rencontrer en statutaire le président du QC et elle vient aussi aux rencontres des comités du QC. Alors, ça permet une interaction, une collaboration, une communication efficace. Les comités des usagers qui sont sous la gouverne du QC, mais qui sont autonomes malgré tout, on voit apparaître deux façons de faire. Il y a les comités des centres jeunesse et les comités DI, TSA-DP, alors déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique, qui ont de très bons liens et qui sont vraiment dans l'organigramme du CIS. Et les rapports sont plutôt très bien avec ces directions-là. Alors, en ce qui concerne la DI, TSA-DP, on va voir la présence de membres de direction aux rencontres du comité. On va voir aussi la présence d'une conseillère à la famille, à la personne et aux proches. Alors, ce qui favorise une communication, une interaction régulière. La présidente du comité des usagers va aussi avoir des rencontres statutaires avec la directrice des programmes et aux besoins en plus. Alors, ceci, ça permet d'avoir de l'information, de la collaboration, un suivi pour le mieux-être des usagers parce que c'est pour eux qu'on travaille. J'appelle ça travailler, mais on est bénévole. Alors, par contre, les CUC, qu'on appelle les comités d'usagers par MRC, lors de la refonte, il y a eu, ou la réforme, il y a eu une perte de repères pour ces comités-là. Alors, ils se sont retrouvés avec plusieurs directions. Puis, comment on peut les récupérer? Bien, nous, on a pensé qu'on avait justement une opportunité là, qui se déployait pour approcher ces gens-là puis consolider les processus relationnels. Alors, forcément, c'est sûr que ceci va apporter une meilleure intégration des liens avec les comités des usagers, que ce soit au niveau de l'information, de la consolidation des communications, de la transparence, de la gestion des insatisfactions, parce que nous, oui, le commissaire aux plaintes est là, mais si on peut régler les choses en amont, alors ce serait encore mieux, parce qu'on n'a pas besoin à chaque fois de dire on lève le drapeau, il y a un problème là. Non, si on peut le régler, puis mettre les structures en place pour éviter ça, bien, c'est ce qu'on souhaite. Alors, on a aussi envisagé l'implication d'une personne de référence qui devient un atout pour l'approche de partenariat qu'on envisage. Alors, l'approche de co-construction est tout à fait propice pour travailler avec les membres des comités des usagers
bien sûr, on veut optimiser la contribution parce que les membres des comités des usagers sont d'abord et avant tout des usagers qui participent à des comités, ils sont bénévoles. Alors, ils ont accès aussi à une banque d'usagers qui ont des expériences, qui ont un vécu, qui ont des témoignages à offrir. Alors, c'est par cet intermédiaire-là de relations qu'on peut accéder à améliorer le partenariat. Donc, il faut se rappeler dans tout ça que c'est une contribution que nous, on peut offrir. On peut dégager le rôle du comité des usagers qui est en silo, le mettre en transversal. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va arriver à ouvrir, par une bonne volonté aussi des gens qui sont sur place. On va être prêt à recevoir, à partager l'information, les suites à donner. Donc, c'est des éléments essentiels pour la construction, la co-construction. Merci, Madame Pedneau. Je vais passer la parole pour... Est-ce que vous aviez autre chose à rajouter? Je voulais rajouter quelque chose sur Oui. ce que Mme Pedneau dit. Dans le fond, je voulais juste souligner l'importance de la co-construction parce que Mme Pedneau, quand on s'est mis à co-construire ensemble, moi, dans ma tête, la contribution des comités des usagers, je ne m'en allais pas là du tout. Puis, mais étant donné que c'est une... je veux dire, je ne leur ai rien imposé, là, c'est pas ça, mais dans ma tête, on s'en allait pas là. Mais on s'est rencontrés ensemble, on est parti d'une feuille blanche, on s'est vraiment dit, bon, on se parle ensemble, c'est quoi vos enjeux, comment on peut s'arrimer ensemble, quel rôle avez-vous envie de prendre, vous, dans l'approche de partenariat? Puis c'est là que Mme Pedneau est venue comme ouvrir un domaine de possibilités pour le partenariat avec les comités des usagers en disant, mais voyez-vous tout le potentiel de partenariat qu'on peut aller chercher avec les comités des usagers à lesquels nous, en tant qu'intervenants, on ne pensait pas. Mais c'est ça l'important de travailler en co-construction, où on part d'une feuille blanche. Parce que quand on arrive et qu'on inclut des usagers ou le comité des usagers, une fois que nos projets sont vraiment bien développés, bien, on passe à côté de toute cette richesse-là que le partenariat peut nous donner, que la co-construction peut nous donner. L'importance de la co-construction, donc. Oui, on ne le soulignera jamais suffisamment. Pour la même question numéro 2, Isabelle et Ginette, quel est le rôle et la valeur ajoutée oui, c'est à vous, des usagers partenaires dans votre organisation? Parfait. Alors, lors de la création du projet de la pérennité en 2019, un comité de copilotage a été créé sur lequel siégeaient 2 usagers partenaires, mais avec un profil coach. Ces 2 usagers coach, dont moi-même, avions la responsabilité de s'assurer de l'intégration et du soutien des usagers impliqués dans les comités de travail. Le projet a été divisé en 4 comités. Isabelle, tantôt, vous les a nommés. Dans chaque comité, il y avait 2 usagers partenaires qui étaient présents. Donc, il y avait quand même un total de 10 usagers qui se sont impliqués dans toutes les rencontres de leur comité de travail et ont pris part autant aux réflexions qu'aux décisions, par team, plus qu'en présence. En exemple, dans le comité Programme intervenant partenaire, à travers les rencontres et discussions du comité où étaient présents le bureau du partenariat, les ressources humaines et 2 usagers partenaires, est né l'outil Auto-évaluation des compétences de partenariat qui comprend 9 questions auto-réflexives. Donc, pour avoir vu des intervenants et des gestionnaires essayer de répondre aux questionnaires, ce n'est pas toujours facile. Parce que des fois, on se pense en partenariat, on ne l'est pas tout à fait. Cet outil a été intégré à une capsule de sensibilisation au partenariat de soins. Cette capsule, d'une durée de 8 minutes, est narrée par un usager partenaire. Le fait que cette capsule s'adresse à des intervenants et des gestionnaires, mais qu'elle est narrée par un usager, constitue un exemple de partenariat qu'on veut voir se multiplier dans le CIS de Laval. Cette capsule étant disponible sur l'environnement national d'apprentissage, que vous autres vous appelez l'ENA, permettent d'en assurer la pérennité dans le temps. Également, les usagers partenaires ont nommé l'importance d'être reçus en partenariat lorsqu'ils s'adressent à toute personne au sein de l'établissement et non uniquement lorsque tu rencontres ton professionnel de la santé ou ton médecin. Pour cette raison, la capsule de sensibilisation de 8 minutes est intégrée au processus d'embauche de tout nouvel employé, tout titre d'emploi confondu. Un autre exemple.
Quand on a eu le comité collaboration entre le bureau du partenariat et le comité des usagers, au même titre, dès le début, nous avons entrepris des travaux d'arrimage entre le bureau du partenariat et le comité des usagers et des résidents. Le comité a été formé par des membres des comités des usagers, le comité des résidents, ainsi que 2 usagers partenaires et le bureau du partenariat. L'objectif était de réfléchir à comment on va pouvoir maintenir dans le temps la collaboration et l'arrimage entre les 2 groupes. Le résultat, parce qu'on en a eu un, c'est un document, en fait un aide-mémoire, qui est une page recto-verso qui précise les rôles et responsabilités respectifs de chacun. Également, suite à ça, nous avons convenu des modalités pour échanger sur une base régulière entre le bureau du partenariat et le comité des usagers pour créer des opportunités et de mettre en commun nos réalités. Pour démarrer le tout, nous sommes actuellement à faire le tour des comités de gestion des directions cliniques pour présenter l'aide-mémoire aux gestionnaires. D'une durée de 15 minutes, ces présentations sont faites naturellement en partenariat avec les membres des comités des usagers et des usagers partenaires. Comme dans tout projet qui se réalise avec des usagers partenaires, en particulier sur le plan de la pérennité, le bureau avait des objectifs bien précis. Le fait que des usagers aient impliqués dans toutes les rencontres des comités de travail a finalement mené à la création de nouveaux outils et a amené une autre dimension dans les travaux de ce qui était prévu par le bureau du PSS. La richesse de ce partenariat donne des outils qui répondent autant aux besoins des usagers partenaires, des intervenants et gestionnaires et en assurent la pérennité. On part avec une idée, mais finalement, on finit ailleurs. Puis c'est ça, la richesse du partenariat. Merci, Ginette. Oui, bravo, effectivement. Quel bel exemple de collaboration aussi avec le comité des usagers. Côte-Nord, je vous poserai la même question aussi sur les rôles et la valeur ajoutée, mais je rajouterais aussi peut-être, vous pourriez nous dire un peu comment vous avez appris de votre expérience. Si on a parlé de la grandeur, la vastitude de votre région, fait que peut-être en plus du rôle et les rôles et la valeur ajoutée de l'usager, vous pourriez peut-être nous parler de la spécificité de votre région. Bon. Alors, nous, dans le fond, Jessie l'a dit tout à l'heure, on est vraiment les usagers majoritaires sur nos réunions. Alors, on est le big boss, puis on aime bien ça parce qu'on modifie l'ordre du jour à notre image. Et on a intégré, entre autres, un point statutaire qui est les témoignages. Alors, on n'est pas tous des usagers réguliers, mais on connaît souvent des amis, des gens, et on devient un peu des agents multiplicateurs. C'est-à-dire que quelqu'un, puis par exemple, j'ai personnellement quelqu'un qui m'a accroché là, au moins 2-3 fois pour des problèmes qu'il vivait à l'hôpital. Et à ce moment-là, on s'est échangé des propos en Messenger. Et puis, moi, j'ai amené son vécu aux réunions. Puis, nous, on n'a pas la prétention de changer le système au complet. Nous, ce qu'on veut, là, puis j'appelle ça pas la théorie, mais la pratique des petits pas, un pas à la fois. Fait que ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on prend une problématique, puis on regarde, est-ce qu'on a une solution pour l'apporter, puis on a une super belle écoute au niveau du CIS, de nos gens qui sont sur le comité, puis on sent la transparence, on ne sent pas de faux fuyants, ou ils n'ont pas la réponse, ils ne l'ont pas, ils vont aller la chercher. On va avoir des suivis de leur part, puis si on n'en a pas, on en demande. Des fois, la problématique, ça peut être à un autre niveau, là, un niveau qui n'est pas sensibilisé au partenariat usagé là, dans différents départements. Mais ça va se travailler. On a parlé de sensibilisation de ces gens-là. Moi, j'appelle ça de communication. Plus on communique avec nos gens, je suis une fille de communication aussi, c'est pour ça que je vous en parle, peut-être moyen de faire des plans de communication, faire connaître le partenariat, au niveau soit médical, au niveau des professionnels, et même des généralistes, des infirmières, pourquoi pas. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que nous, on sent vraiment qu'on est respecté dans le comité. Fait que quand on a le respect, quand on a cette écoute-là, c'est facile d'aller chercher des usagers. Puis, moi, je vous dirais que par expérience,
Je suis allée moi-même recruter au moins 2 usagers du comité des usagers. Et je leur ai dit, venez travailler avec nous, hein, bénévoler avec nous sur le comité approche centrée sur la personne. Puis pourquoi je les ai convaincus? Parce que je leur ai dit, on avance. Tu sais, on avance pas à pas. Puis, on n'est pas dans un cadre juridique ou légal comme l'est un comité d'usagers et de résidents. On modélise notre ordre du jour à nos besoins. Fait que c'est ça on fait. Puis, sur la Côte-Nord, quand on parle de grandeur du territoire, là, Jessie me faisait penser que nous, notre territoire, c'est grand comme la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, là, c'est super grand. Alors, on fonctionne beaucoup en virtuel. Puis ça, la pandémie, là, ça ne nous a pas affecté en ce sens. Oui, il y a eu une diminution un petit peu au niveau des rencontres. Là, au début, il fallait s'organiser. Mais les gens, ils sont restés. Parce qu'on a des facilités. Déjà, en étant sur la Côte-Nord, là, on a de la misère, nous, à se voir physiquement. Fait qu'on est technologiquement bien équipés. Même moi, à la maison, je n'ai pas de problème. Puis quand on a un usager qui a de la misère à se connecter, bien, au besoin, là, on peut aller l'aider. Là. Ça, tu sais, c'est pas un obstacle pour ça. Fait que je dirais aussi, nous, on est là aussi, on s'informe des dossiers de l'heure. Hein. On est toujours un petit peu à l'affût de ce qui se passe sur Facebook, dans l'actualité. En tout cas, moi, ça, c'est mon dada. Fait que, tu sais, quand j'arrive à la réunion, je vais poser la question, bien, qu'est-ce qui se passe, par exemple, avec tel dossier qui est sorti dans les médias? Comment ça se fait que nous, par exemple, on n'est pas informés? Bon, on reçoit l'information, mais de quelle façon on peut trouver peut-être même, nous, une solution, tu sais, parce qu'on est là-dedans, on vit là-dedans. Donc, de quelle façon on peut influencer? Il ne faut pas négliger l'influence qu'a l'usager là, dans un comité de travail. Tu sais, souvent, on peut penser que les gens du réseau ont toutes les réponses. C'est pas vrai. Là. Nous, là, il faut prendre conscience que l'usager, on a vraiment une part de responsabilité, puis on a beaucoup de connaissances. Tu sais, on est des proches aidants. Moi, je l'ai été 7 ans pour mes parents. On a nos propres expériences. Les gens du réseau, eux aussi consultent leurs médecins. Ils sont aussi des usagers. C'est juste des complémentarités qu'il faut aller chercher. Puis moi, je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup se parler. Puis ça, il faut le faire dans des réunions. Puis nos réunions, ils ne sont pas si encadrés que ça. Souvent, dans nos réunions, on déborde. Hein? On se dit, bon, ben, on va se consacrer un petit 30 minutes à tel sujet. Ben non, l'usager, là, lui, il a besoin de parler. Fait qu'on l'écoute. Puis ça, c'est bien, bien le fun de la part des gens du réseau. Tu sais, c'est pas grave, on va tasser les autres affaires, on les remettra à la prochaine réunion. C'est ça qu'on prend, on prend ce temps-là. Puis les usagers, ils reviennent à ce moment-là nous voir. Puis quand on parlait de la valeur ajoutée de travailler en partenariat, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile quand on parle de façon transparente, qu'on respecte l'usager, c'est qu'on va chercher à ce moment-là, on le fidélise. On obtient un petit peu sa participation tout le temps, tu sais, parce qu'on n'est pas dupes, là, nous autres, les usagers. Là, tu sais, on s'informe, nous autres aussi, sur Google. Quand on va voir notre médecin, on le sait un petit peu d'avance. Ce n'est pas la bonne nécessairement plateforme, là, Google, mais quand même, tu sais, on est du monde brillant là aussi, tu sais, fait qu'on va chercher cette information-là, puis on ramène ça dans nos réunions, puis là, on se dit, on questionne, tu sais, puis on dit, bien, pourquoi c'est comme ça? Mais on reste critique aussi, tu sais. Mais en étant impliqué dans un comité comme ça, moi, je dirais ça, on est respectueux, donc on est moins critique sévèrement que quelqu'un qui n'est pas impliqué dans un comité puis qui va aller sur sa page Facebook puis déblatérer sur le système de santé. Fait qu'en étant un collaborateur comme ça du réseau, on comprend les limites du réseau, on essaie de trouver des solutions. Si on voit que la solution n'est pas trouvée par le réseau, bien, on va essayer d'aller voir ailleurs, mais on n'en voudra pas au réseau parce qu'on comprend les limites à ce moment-là. Fait que moi, je pense que tout ça se fait dans le respect et dans la communication. Merci, Louise. Merci beaucoup. Ma prochaine question, on a souligné tout à l'heure la grande importance de la co-construction, donc je m'adresserai à vous, Bas-Saint-Laurent. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience, de l'importance de co-construire les outils d'accompagnement dans le partenariat? Oui.
Mais dans le fond, je vais commencer par parler, si ça ne vous dérange pas, de l'importance d'avoir des outils d'accompagnement. Oui. Puis nous, le problème, c'est qu'on a commencé par les monter, puis ensuite on les a... Donc, on a utilisé différentes techniques de co-construction. C'est ce que je vais vous présenter, là. Donc, dans le fond, avoir des outils d'accompagnement, c'est primordial parce que ça permet de guider, de démystifier, de faciliter puis de réussir à la fois nos démarches d'intégration d'usagers partenaires dans les comités d'amélioration continue, mais aussi l'implantation de l'approche de partenariat puis sa pérennisation aussi. Tout à l'heure, Simon le disait, les gens ont besoin d'une méthodologie pour y arriver parce que ça semble gros. Puis en même temps, les gens qui commencent à se lancer dans le partenariat avec vraiment l'usager partenaire en présence, sans méthodologie précise, ce que j'ai vu dans l'expérience qu'on a vécue dans notre CIS, c'est que souvent, ça ne fera pas une expérience de partenariat enrichissante tant que ça. Des fois, ça va être plutôt décevant de part et d'autre. Donc, ça ne fait pas rayonner le partenariat, ces expériences-là. Plutôt, on brûle un peu l'envie de faire du partenariat pour les intervenants et pour les usagers qui ont participé à des activités de partenariat qui n'ont pas été bien encadrées. Donc, il faut à la fois offrir des outils d'accompagnement, mais aussi offrir, comme Laval le dit, des éléments de structure organisationnelle pour pouvoir pérenniser l'approche. Donc, nous, on est en train d'actualiser le cadre de référence du ministère, mais à la sauce Bas-Saint-Laurent. On donne des guides d'accompagnement aussi pour chacun des contextes de partenariat. J'imagine que vous êtes tous familiers au contexte de partenariat, le contexte en prestation de soins et services, en organisation des soins et services, en gouvernance et en recherche. Donc, pour chacun de ces contextes-là, on va venir greffer à notre cadre de référence des guides d'accompagnement qui vont vraiment être des guides méthodologiques avec des outils clés en main pour faciliter le travail aux gestionnaires qui sont déjà très, très, très surchargés. Donc, ça va permettre vraiment de venir assurer la réussite puis la mise en place des bonnes pratiques. Puis, dans ces outils-là, on développe des formations pour les usagers, mais les formations pour les intervenants, les formations pour les gestionnaires aussi. Parce que tout à l'heure, il y avait, je crois que c'est Michel et Edith qui disaient, on ne sait pas comment être usager partenaire, on ne sait pas comment être partenaire, mais nous, à chaque fois qu'on a un nouvel usager, puis j'imagine que c'est comme ça à plusieurs endroits, on a une formation pour lui parler de son rôle, puis du rôle qu'il peut prendre, puis de toute la théorie qui peut venir avec ça aussi, là. Alors, pourquoi c'est important d'avoir ces outils-là? Mais c'est vraiment justement pour s'assurer de faciliter, donner envie aux gens de commencer le partenariat sans en avoir peur, mais aussi s'assurer la pérennisation. Comment on s'y est pris, nous, pour faire de la co-construction avec les usagers? En fait, pour les outils d'accompagnement, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, on a commencé à l'envers. Donc, on a vécu des expériences de partenariat. Avant de les vivre, on a construit des outils d'accompagnement. Puis, à chaque fois qu'on les utilisait avec des usagers partenaires, on leur demandait une rétroaction. C'était notre façon, dans le fond, d'aller chercher, parce que nous, on n'était pas on n'avait pas commencé tant que ça à travailler en partenariat, donc on n'avait pas une maturité organisationnelle dans le partenariat, on n'avait pas d'usagers partenaires qui étaient expérimentés. Donc, c'était tous des premières expériences. Oui. Donc, c'est ça. On a travaillé en co-construction comme ça, en allant chercher la rétrospective, la rétroaction des usagers. Puis pour faire le partenariat avec le comité des usagers, en fait, étant donné qu'un comité des usagers, c'est une structure qui existe, qui a une histoire, qui a sa maturité, on a fonctionné complètement différemment. On est parti là, vraiment en vraie co-construction, partir d'une page blanche, sans agenda caché, sans agenda précise non plus. Vraiment en se disant, le seul agenda qu'on avait, c'était aller à la rencontre d'une de l'autre, puis de se dire, c'est quoi vos enjeux, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place de part et d'autre pour faciliter ces enjeux-là. Je vais laisser la parole à brièvement, pour qu'on ait du temps pour conclure la dernière question. Donc, brièvement, Manon.
Merci. OK, alors, je passe, oui. OK, alors, merci, Mme Côté. OK. Alors, effectivement, on peut se demander quels sont les processus qui sont mis en place pour améliorer les liens entre les comités des usagers et l'établissement. Pardon. Alors, il faut savoir que les comités des usagers sont formés de bénévoles qui sont élus et nommés pour un mandat déterminé. Il y a donc un roulement de bénévoles, d'où l'importance de formaliser ce partenariat-là avec les comités des usagers dans le document qui servira de cadre de référence de l'approche de partenariat au CIS du Bas-Saint-Laurent. On veut être en mesure, à ce moment-là, d'assurer une continuité des rôles. L'intégration des représentants des comités des usagers dans le comité transversal de coordination de l'approche de partenariat permet ainsi d'avoir une vue d'ensemble sur le fonctionnement de l'établissement et l'amélioration de la visibilité des comités des usagers auprès des différentes directions. Parce que ça a besoin d'être mis en valeur, le rôle des comités des usagers, mais quel rôle on peut avoir aussi de façon élargie. Alors, pour ce faire, on va avoir la nomination des gestionnaires répondants de secteur pour les comités des usagers. Puis leur rôle seront également formalisés dans le cadre de référence de l'approche de partenariat. On connaît le roulement. Encore là, tantôt j'ai parlé des bénévoles, des comités des usagers, mais ça a été discuté auparavant avec d'autres personnes que oui, il y avait un roulement au niveau des membres des établissements. Alors, en étant intégré dans un cadre de référence, ça va permettre un meilleur suivi. Et finalement, il y aura une formalisation du rôle de l'agente d'information sous la gouverne de la PDG avec les comités des usagers dans le cadre de l'approche de partenariat. Vous allez vous demander d'où vient cette agente d'information-là. Il faut savoir qu'au tout début de la réforme, tous les comités des usagers dans la province avaient une agente d'information pour les soutenir. Alors, ça a été intégré lors de la mise en place des comités des usagers du centre intégré. Nous avons gardé, nous, par la suite, cette agente d'information qui est passée de temps partiel à temps plein parce que son rôle était pratiquement assumé, mais on va la garder pour continuer à seconder les comités des usagers. Et ainsi, on va s'en servir pour l'approche de partenariat dans la co-construction. Donc, elle va nous être d'une grande aide dans cette approche-là. Merci beaucoup, Manon. Merci. J'aurais une toute dernière question pour vous au CIS de Laval. Vous avez un bureau du patient partenaire qui est bien établi depuis longtemps. Comment les patients qui sont très expérimentés peuvent devenir des alliés pour les initiatives qui commencent? Très brièvement, parce qu'il nous reste à peu près 2 minutes. Annie, je peux te dire qu'on l'a minuté, on a 5 minutes. Ah, tu as milité auprès de... On va couper court. En fait, allez-y. Merci, Annie. On s'est rendu compte, à force de recrutement d'usagers partenaires, que comme gestionnaire ou même ancien clinicien, on avait de la difficulté à expliquer concrètement ce qu'est le partenariat de soins, un peu comme Mme Fournier le disait tantôt. Et on s'est rendu compte au fil du temps qu'il n'y avait rien de mieux que des usagers pour parler à des usagers. Donc, on a identifié des usagers partenaires qui avaient le potentiel pour soutenir d'autres usagers partenaires. Et on les a intégrés à même le bureau du partenariat de soins avec le soutien de l'Université de Montréal et le Centre d'excellence. On a développé des usagers partenaires profil coach. Et Ginette, je te laisse aller. Parfait, merci. Alors, à titre d'usager coach, j'ai commencé progressivement à recruter des usagers partenaires, à leur donner de la formation et à les soutenir lorsqu'ils s'impliquent pour la première fois dans un comité. De fil en aiguille, on s'est rendu compte que non seulement un usager qui parle à un autre usager, c'était bénéfique, mais qu'un usager qui parle avec un intervenant ou un gestionnaire, c'est aussi bénéfique. Donc, les coachs et le bureau du partenariat jouent un rôle important dans le soutien aux gestionnaires et les initiatives de partenariat qui se font dans notre établissement. L'alliance et la complémentarité des usagers par rapport au personnel du bureau du partenariat est que lorsque l'usager s'implique, il y a toujours un aspect émotif et c'est ce ressenti-là qui fait la différence. Et c'est pour ça que j'ai écrit aujourd'hui parce qu'effectivement, l'émotion est toujours là. Par contre, afin d'assurer le succès dans les activités réalisées avec des usagers, le coach les aide à bonifier leur rapport dans le comité. Il est important de s'assurer que l'émotion vécue par l'usager est adéquate dans ses interventions.
À titre d'exemple, lors de la première participation d'un comité à un usager, nous validons auprès du responsable le temps qui est alloué à l'usager pour se présenter et nous l'aidons à monter une petite présentation de 3 à 4 minutes. Souvent en présentiel, et ça je peux vous le dire, je m'assois à côté de l'usager et quand je sens qu'il dérape ou qu'il devient émotif ou que là il perd, OK, on a conclu un petit geste personnel tous les deux et je lui touche le bras délicatement et il comprend qu'on est allé trop loin. À la fin de cette première rencontre, nous faisons ensemble une rétrospection de sa participation. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des préoccupations? Un retour est aussi fait avec les gestionnaires et peut impliquer, si besoin, le bureau du partenariat. Aussi, les coachs aident le bureau du partenariat à identifier des usagers partenaires qui sont les mieux outillés pour participer à des rencontres qui sont plus stratégiques, qui demandent un peu plus. Ils le font également lors des rencontres de stations visuelles que le bureau du partenariat organise avec les coachs 2 fois par mois. Alors, merci beaucoup. Merci les panélistes. Est-ce que, Mathieu, est-ce qu'il y avait des questions en ligne ou dans la salle? Vincent? Je ne sais pas si je pouvais prendre une petite seconde. On a co-construit l'ordre du jour des questions. Je pense que j'avais préparé un petit quelque chose, puis je vous ai dit, je vais vous parler pour la réalité autochtone. Donc, je vous invite à aller voir mon petit vidéo de 18 minutes sur le site web où je pourrais répondre pour ne pas vous laisser sur votre faim sans avoir répondu. C'est présent sur le site web. Merci de nous le rappeler. Puis oui, on ira voir ça avec beaucoup d'intérêt. Moi, j'ai une question justement sur la réalité autochtone. J'aimerais quand même que vous preniez quelques minutes importantes pour nous en parler, nos amis de la Côte-Nord. Donc, je vous inviterai à le faire. J'aimerais vraiment entendre comment vous avez abordé cette question-là et puis comment c'est intégré dans vos activités, vraiment. Prenez quelques minutes pour le faire, s'il vous plaît. Super, merci. J'espérais pas autant. Dans le fond, on avait pensé au départ là, intégrer un usager partenaire autochtone au même principe qu'un usager partenaire alloctone. Par contre, ça n'a pas été très fructueux dans le sens où on s'est rendu compte qu'on est beaucoup dans la sécurisation culturelle, dans le lien de confiance. Donc, on a davantage travaillé avec nos partenaires. Donc, les gens qui sont nommés par soit leur chef ou le Centre d'amitié autochtone, par exemple, de la ville de Sept-Îles, ils nous ont beaucoup aidés à travailler. Donc, ce qu'on a fait pour le moment, on a fait un sondage. Donc, les gens qui vont dans les installations du CIS, on leur demande comment ils se sont sentis, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour qu'ils vivent une expérience davantage agréable. Donc, on commence avec le sondage. Puis sinon, on a essayé de travailler juste pour exemple, que veut dire usager partenaire. Donc, on a essayé de le traduire. On n'est pas arrivé pagayer ensemble, qui se trouve être l'expression la plus proche qu'on a trouvée. Mais donc, on est vraiment au début de la relation. Donc, on travaille avec les partenaires. On n'a pas réussi non plus à recruter un usager partenaire qui vient parler de lui. Je pense que pour tous les usagers, c'est très intimidant, mais pour quelqu'un qui parle, c'est pas sa première langue, on utilise beaucoup d'acronymes, on n'a pas la même façon de s'exprimer, on n'utilise pas les pauses de la même façon, on n'utilise pas le regard de la même façon. Donc, pour le moment, on a plus passé avec des gens qui étaient légitimés, donc des gens qui travaillent sur les communautés, qui travaillent dans les dispensaires pour aller chercher le vécu. Puis, on a les conseillers à la liaison autochtone. Donc, moi, c'est dans ma même direction. Donc, ils siègent avec nous pour nous ramener le vécu également. Donc, c'est là où on en est. J'ajouterais un petit complément d'information. En fait, nos Autochtones chez nous sont de grands utilisateurs du réseau de la santé. Si jamais vous venez chez nous puis il faut que vous alliez à l'urgence, là, vous allez voir. Moi, en tout cas, quand je vais, là, le 3/4 là, des gens sont des Autochtones. Et moi, en tant qu'usager, même ma voisine, elle est une Innu. Et j'essaie toujours d'être à l'écoute là, de leur vécu, de leurs problématiques. J'ai des amis Innu parmi mon réseau Facebook. Fait que, tu sais, s'il m'arrive à l'oreille d'avoir une problématique là, qui les concerne, là, tu sais, moi, je n'ai pas de problème. Là, je vais leur écrire en Messenger, puis je vais vérifier avec eux, est-ce que je peux t'aider? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Souvent, quand on interpelle les Autochtones de personne à personne, c'est beaucoup plus facile. Il faut souvent reformuler
Est-ce que tu as bien saisi qu'est-ce que je t'ai dit? Est-ce que tu comprends bien les limites du système, tout ça? Et ça va quand même très bien, là, tu sais, avec eux. Mais effectivement, il y a une barrière culturelle, il y a une petite barrière à franchir. On n'est pas encore rendu à cette étape-là, mais ça fait partie là, de notre prochain plan d'action. Mais je vous avoue que c'est vraiment, comme elle le dit Jessie, intimidant là, pour quelqu'un qui n'est pas familier là, avec le réseau et avec le système, de participer là, activement là, à nos rencontres. Puis si on pouvait avoir accès aux vidéos, peut-être qu'on pourrait... Le vidéo de 18 minutes, c'est ça que vous avez dit, Jessie? Vous avez... Ben, en fait, ça présentait tout le projet, mais il y a le résumé de Okay. Donc, vous pourrez aller le voir individuellement. Oui. OK, merci. Et même si l'image n'était pas parfaite de pagayons ensemble, ça marque quand même. J'aime beaucoup la métaphore de pagayer ensemble. Merci. Bien, merci à tous les panélistes. Merci à tous pour vos projets. Bravo. Félicitations tout le monde. Merci.